Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, on se retrouve pour parler d'un film d'animation Disney, le 27e classique du studio, sorti en 1988, Oliver et compagnie, réalisé par George Scribner, qui a ensuite participé à la création du Roi Lion, et avec pas moins de 17 scénaristes crédités, dont un certain James Mangold, qui donc a débuté chez Disney, et qui depuis est revenu, puisqu'il va nous proposer dans quelques mois le 5e volet de la saga Indiana Jones. Et donc il s'agit pour moi d'une découverte tardive, car je n'en garde absolument aucun souvenir enfant, donc forcément là, durant le visionnage, j'ai tout vu comme ça, comme si c'était la première fois, donc je considère que donc, je ne l'avais jamais vu avant, hein. Vous m'avez suivi je pense. Sorti un an avant La Petite Sirène, intéressant de le signifier, parce que j'en parlerai dans quelques semaines avant la sortie du live action, et on est ici au début d'une sorte de renouveau pour Disney, et adapté très largement et librement plutôt du roman de Charles Dickens, Oliver Twist. Au casting vocal, précisons-le, je l'ai vu en VF, mais quand même en VO, nous avons Billy Joel, d'ailleurs qui chante une des chansons principales, il y a aussi Bette Midler ou Cheech Marin, mais en VF, donc, puisque c'est comme ça que je revois ou découvre des Disney, nous avons Patrick Poivet, le regretté, qui joue Roublard, le chien principal du film. Il y a aussi Gérard Hernandez qui joue Quito, là, le chihuahua mexicain, et Philippe Dumas, la voix de Picsou, qui fait le propriétaire des chiens, bon, voilà, pour les principaux. Et donc, de quoi ça parle, tout simplement? On va suivre un petit chaton dans les années 80 à New York, vraiment à New York et vraiment dans les années 80, je reviendrai sur ce point, qui n'est pas adopté comme les autres petits chatons tout mignons qu'on voit au début, et qui va ensuite errer la nuit sous la pluie pour chercher à manger, et finalement être recueilli par des chiens un petit peu, pas errants, parce qu'ils ont un propriétaire, mais de la basse classe, un peu clochard, quoi. Et il va être accueilli parmi eux. C'est beau. Sauf que ce petit chaton, qui n'a pas de prénom au début, bah, il va avoir un destin à dilemme, c'est-à-dire qu'il peut rester avec les chiens, aider donc le propriétaire à récupérer de l'argent, parce que celui-ci a une dette envers un mafieux, ou finalement être adopté par une petite fille, parce qu'il va tomber dans une famille riche, qui s'appelle Jenny, et qui appelle ce petit chat Oliver. Et donc après, bah, il va y avoir plein de petites aventures comme cela autour donc de ce mafieux, de l'argent, de la famille, etc. Hein, famille riche, et histoire d'amitié, voilà, sur 1h15, hein, un peu moins. Donc là-dessus, on se demande même pourquoi il y a eu 17 scénaristes. Et oui, c'est clairement un Disney qui n'est pas resté dans l'histoire, et pourtant il a bien fonctionné à sa sortie. Mais un peu tombé dans l'oubli depuis, sûrement parce qu'il y a eu la petite sirène derrière. Et bah, j'ai apprécié. C'est pas absolument extraordinaire, non, mais ça se laisse regarder avec une certaine candeur. C'est le genre de film grâce auquel tu peux retomber dans une sorte de syndrome d'enfance, si tu veux, parce que c'est simple, c'est efficace, c'est plutôt bien rythmé, et on s'attache un peu à ces personnages, même si tout est trop rapide, hein, les liens qui vont former entre eux, tout ça, on va pas forcément y croire, parce que tout est accéléré, mais comme souvent chez Disney, hein, puis là c'était la période où on faisait des films d'animation encore assez courts. Mais ouais, c'est mignon, faut dire que la scène d'introduction, comme ça, avec les petits chatons, ça peut te prendre au cœur. Et puis, c'est surtout un film qui forcément a été oublié parce qu'il est ancré dans cette période-là. Très fin années 80, très New York. C'est assez rare, hein, à l'époque, il me semble que c'est l'un des premiers films d'animation classiques Disney qui représente son époque moderne et réaliste. Donc forcément, tous les clichés ou toutes les références possibles à New York y passent, jusqu'au ghetto blaster, etc., jusqu'à aussi à la multiculturelle, enfin c'est très multiculturel. Par exemple, les chiens, voilà, on a un Mexicain, bon, vous voyez l'idée, quoi. Et puis bon, évidemment, on force un peu les traits, hein. Alors, Gérard Hernandez aussi, il s'amuse là-dessus, des choses qui passeraient plus aujourd'hui. Oui, c'est bien pour les enfants de l'époque, l'immersion est totale. Alors, aujourd'hui, vous montrez cela à un plus jeune, il va passer à côté de la moitié des trucs, parce que c'est forcément très old school. Mais il y a quand même une certaine modernité qui se dégage là, parce que quand on compare aux autres Disney sortis un peu autour, bah forcément, là, tu as l'impression quand même d'avoir quelque chose de plus neuf. Et bon, animation, ça se passe bien, c'est assez intéressant, parce qu'il y a une animation un peu différente, qui est plus proche des séries de Disney de l'époque, d'animation, un peu de Picsou et tout, mais ça reste, voilà, quand même upgradé façon film. Et donc, oui, tout ça, toutes ces péripéties ensuite qui se suivent, bon,
c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est un peu du roller coaster à la fin d'ailleurs, avec l'histoire de la grue, du métro. Ça va trop vite, hein, j'insiste sur ce point. T'aimerais pouvoir poser certaines situations, mais une fois que l'action est lancée pour le final, ça ne s'arrête plus. Alors oui, c'est spectaculaire et tout, mais quand tu vois ça adulte, tu te dis, ouah là là, c'est précipité, ça aurait pu quand même plus prendre son temps et tout. Mais tu l'acceptes parce que c'est comme ça que ça a été fait à l'époque, et comme beaucoup d'autres Disney avant hein, ont été faits. Mais franchement, c'est plutôt sympa, ce Oliver et compagnie. Ça fait réfléchir aussi, du coup, sur la situation de certaines communautés ou certaines populations, à travers ici des animaux, certes, mais bon, la possibilité ou non d'avoir une ascension sociale. Par exemple, donc le petit chat qui, oui, il aime bien ses nouveaux amis, mais ils sont quand même tout en bas de l'échelle. Bah, une fois qu'il va se faire adopter par la petite fille riche, bah, oui, bah, il a plus trop envie de partir, mais il s'attache quand même à ses amis, donc eux aussi, ils vont lui faire des reproches, mais finalement, ils vont l'aider. Puis il va y avoir des choix qui devront être faits. Donc, oui, c'est des petits trucs là-dessus. Il y a une vague allégorie du rêve américain derrière. Puis bon, évidemment, avec le mafieux, il fallait un mafieux. Il fallait forcément New York, mafia. Hein, c'est un peu dans le subconscient de beaucoup de gens à l'époque, du moins. Ouais, et puis les chiens méchants. Bon, tout ça fait que, quelque part, ça a été suffisamment travaillé pour que ça soit dans un contexte particulier, afin que ce soit assez crédible malgré tout. Et que ça fonctionne bien malgré des grosses ficelles et un truc qui va trop vite, tout simplement. J'insiste sur ce point, ce n'est pas là-dessus qu'on va pouvoir prendre son temps et analyser les choses pendant 2 heures. Non. Par contre, il y a de la musique. Il y en a 4, 5, 6, je sais pas, qui sont chantés. Ça détonne un petit peu. Alors attention, en VS ça passe pas trop. Voilà, je l'avoue, malheureusement. Mais en VO ça passe mieux, la chanson de Billy Joel notamment. Le problème, c'est que là, par exemple, sur les voix chantées françaises, on prend des timbres trop éloignés, vraiment, des voix parlées. Donc ça sort complètement du truc, et puis la plupart des chansons, elles sont là, elles servent à rien, et elles s'inscrivent mal dans le récit, je trouve. Ça alourdit le propos, là où justement on aurait pu prendre plus son temps pour d'autres choses, là, on te colle des petites scénettes comme ça. Alors c'est sympathique, hein, tu vois un peu le paysage, ou à New York, t'as même des petites références, parce que ce film est bourré de références, au-delà même des placements de produits qu'on peut avoir, Coca-Cola et tout. On a des clins d'œil à La Belle au Bois dormant, La Belle au Bois dormant, non, pas du tout. La Belle et le Clochard. D'ailleurs, il y a même une histoire qui pourrait presque faire La Belle et le Clochard, avec le chien sophistiqué de compète, la caniche de la famille riche, et voilà, une histoire d'amourette, là. Mais bon, donc, clin d'œil à ça, au 101 Dalmatien aussi. Donc oui, Disney commence à s'auto-référencer, elle commence à référencer les choses. Depuis, ça n'arrête plus vraiment, hein, clairement. Voilà. Mais oui, toutes ces chansons, tout ça, c'est presque un peu inutile. Il n'y a rien de très marquant, c'est pas non plus horrible. En VO, en tout cas, en français, il y a quand même 2-3 trucs qui sont difficiles à avaler, mais ouais, bon, c'est quand même du Disney classique qui n'est pas resté dans les mémoires, mais qui mérite d'être vu ou revu. Malgré tout, peut-être à réhabiliter un petit peu, même si ça ne restera pas dans les annales. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de ce Oliver et compagnie quand même, parce que moi ça m'intéresse d'échanger avec vous à ce sujet. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers avec donc ce film d'animation? Peut-être que vous, il vous a marqué plus jeune. Ce sera intéressant d'avoir votre témoignage en ce sens. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!